Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour cette nouvelle édition littérature consacrée à la conclusion de War of the Bounty Hunter, sortie chez Panini Comics. Donc ici Loïc, et pour en discuter avec moi, j'accueille les Tag et Bink de Star Wars en direct en la personne de Thomas et Jean. Bonjour messieurs. Salut tout le monde. Voilà. Salut. Donc voilà, on va se faire cette petite émission, enfin la conclusion de notre série fleuve du moment. Et évidemment, avant de démarrer, je vais faire tous les petits messages, les petites annonces d'usage, exactement. Et donc, je commence avec notre partenaire pour les émissions littérature, le groupe Star Wars Littérature Québec, que vous pouvez retrouver sur Facebook et qu'on vous invite à les rejoindre. Et on vous invite à participer à leur collecte de fonds pour la cause de la santé mentale au Québec. Vous le savez puisque vous écoutez toutes nos émissions, mais on a également une magnifique boutique où vous pourrez retrouver des designs exclusifs et inédits pour porter les couleurs de Star Wars en direct, fièrement créés par notre suprême leader. Et je vous affiche à l'image le dernier, bien sûr, le fameux Hello There, donc le fameux Obi-Wan Kenobi, qui rencontre un franc succès. D'ailleurs, je crois qu'un de nos auditeurs le portait à QC. J'ai cru voir passer des... Et voilà, Mathieu, on te salue. On va faire tout de suite notre petit WhatsApp. On va commencer avec toi, Thomas. Est-ce que tu as des petites actualités Star Wars? Eh bien, oui, j'ai été donc accusé et c'était très marrant parce que ça a duré à peu près 3 heures, même pas 1h30 d'émission, 1 heure le temps de faire le tour, parce qu'on a crevé, on a éclaté un peu sur l'autoroute. Donc du coup, évidemment, c'était folklorique. On a fini dans le camion, les gamins étaient trop contents. Du coup, moi, par contre, ça a été très très rapide. Et voilà. Et du coup, on rentrait le soir et on a essayé de s'organiser un pique-nique, mais ouais, je pense que l'organisation n'était pas de notre côté. Et en plus, comme on avait les 3 gosses et le chien, je me suis dit que même si on avait réussi, je pense qu'on aurait juste foutu le pique-nique en l'air, donc c'était pas plus mal comme ça. Donc voilà un peu pour les news. Au moins, voilà un QC dont tu te souviendras. Mais alors, globalement, on se souvient de tous, hein, parce que oui. Chaque année, il y a toujours un truc cool, mais voilà, c'est un truc un peu atypique. Et aussi, il n'a pas plu à QC, il faisait presque beau. Et ça, c'est assez rare quand même. Il a même fait beau, je crois, avec des belles températures, non? Ouais, il faisait pas mal, ouais. Voilà. T'as pu profiter quand même un petit peu des animations, tout ça? Ouais, non, mais c'était... les animations, non. Techniquement, non, j'ai fait les stands. J'ai surtout été voir rapidement les costumes parce que j'avais repéré par le groupe Facebook qu'il y aurait une Madame Grenouille. J'avais vu les photos, je me suis dit, faut que je la voie, elle était magnifique. Alors, il y avait un C3PO qui était très bien, mais bon, les C3PO, on en a déjà vu, entre guillemets, alors il était vraiment parfait. Hein, vraiment, alors, t'en vois pas souvent, hein, puis de cette qualité-là, t'en vois encore moins souvent. De cette qualité, j'entends. Ouais, mais c'est un membre... personnage qu'on connaissait, alors que là, oui, c'était vraiment un nouveau perso, enfin voilà, il y a ce côté fraîcheur qui était cool, et en plus, c'est un alien, alors que C3PO, c'est un robot. Donc, ça, c'est la grenouille, tu vois, la hiérarchie des normes. Oui, c'est vrai pour la toi. Série, forcément. Ouais. Tu parles de Madame Grenouille, c'était la Madame Grenouille de la série Mandalorian, c'est ça? C'est ça. Ouais, celle que Grogu lui bouffe les œufs, là. Ah oui, d'accord. Jean, vas-y, tu peux enchaîner sur ton WhatsApp. WhatsApp, alors un petit peu de jeux vidéo avec toujours sur le Lego Star Wars. Hein. On s'éclate bien à tout récupérer à 100% là et dont on parle beaucoup sur la communauté Discord là d'ailleurs, excellente communauté Discord. Celui de la saga Skywalker là. À rejoindre. Oui, le tout dernier qui est sorti il y a un mois ou deux là. Et il n'y a pas une DLC sur le Mandalorian aussi? Alors, un mois, ouais. Oui, alors il y a eu des DLC. Alors moi, comme j'ai la version collector, les DLC étaient inclus dedans. Mais oui, je crois que les DLC sont sortis avec des packs de personnages mandaloriens, Bad Batch,
Solo, Rogue One, et il y a aussi une espèce Mais de t'as pas pack les classique. histoires par contre dans les DLC, t'as que les Voilà, persos. c'est que des personnages que tu peux jouer en jeu, mais dans les 9 films. T'as pas les histoires des films ou des séries, quoi. C'est vraiment, ils se concentrent vraiment sur les histoires des 9 films, malheureusement. Alors, C'est paraît-il que c'est le jeu le plus vendu de toute l'histoire Lego. En termes de démarrage, les mecs, ils ont jamais cartonné comme ça. Je sais pas si c'est mérité ou pas. Mais mérité, moi je trouve que c'est mérité parce que c'est quand même impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, quoi. T'as 24, 23 planètes, 24 planètes. Bon, c'est des petits mondes, tu vois, mais des petits mondes ouverts, quoi. Donc c'est relativement bien fait. Non, c'est très agréable à jouer. Là, tu vois, on joue à la petite de 4 ans, elle s'éclate dessus. Tu joues en coop? Juste, elle se balade. Ouais, en coop avec elle. Parfois, quand moi je suis occupé, elle se fait 10 minutes comme ça, se balader dans la ville, tu vois. Elle change de planète et tout, tu vois. Elle fait des petites. Elle suit pas vraiment l'histoire ou l'émission, tu vois. Elle se balade, elle tape des trucs, elle détruit des trucs, elle parle aux gens. Et Et puis, ce c'est qui est tout, quoi. cool, c'est que dans Lego, tu meurs sympa. pas. Et moi, je sais que c'est les premiers jeux que j'ai fait avec mes gosses parce qu'effectivement, ils vont pas mourir. Donc, ouais. tu peux avoir un coop boulet, c'est pas gênant. Ouais, exactement. Ils sont Sinon, parfaits quand pour tu joues ça. avec ton gosse, s'il est mauvais, t'es obligé de lui mettre des claques pour qu'il joue bien, tu vois. Alors que là, tu dis, vas-y. Mais le truc, c'est que j'essaie de faire quelques missions avec elle, et c'est vrai que bon, ça devient plus compliqué quand il faut se coordonner pour c'est les interrupteurs, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est vraiment pour la base, ça va, mais si tu veux faire des trucs un peu plus compliqués, suivre l'histoire, par contre, ça va être un peu Elle a quel âge ta petite? Elle a 4 ans, donc on attend un petit peu. Non, mais c'est les débuts. C'est les débuts. Franchement, ça fait marrer de la voir, tu sais, avec. Les vôtres aussi, j'imagine. Et puis elle penche la manette, ouais, je me rappelle. Voilà, exactement, c'est trop drôle. Et elle arrive à coordonner, là, tiens, au début, elle a du mal, tu sais, de joystick quand même à gérer, il y a les boutons, les trucs, les changements de perso, il y a quand même pas mal de commandes. Et petit à petit, ils comprennent vite à cet âge-là, ça rentre vite. Ouais, et au début, soit ils font tourner la caméra, donc tu chopes la gerbe, ou alors le personnage il va tout droit tout le temps, quoi. Ouais. C'est l'un ou l'autre. C'est plus, le joystick gauche, il est à fond sur le gauche, et elle a du mal avec la caméra de droite, du coup, mais c'est rigolo, quoi. C'est sympa. Non, mais très bon jeu. Franchement, je vous conseille si vous n'avez pas craqué. Parce que souvent, ils sont rapidement autour des 20 balles quand même, les jeux Lego. Ouais, alors la version collector, elle était à 100 $ ici. C'était un peu abusé, quoi. C'était un peu abusé. Donc non, ça vaut pas ce prix-là. Je dirais pas. Attends que ça baisse un peu si t'es intéressé, mais pas pressé. Attends que ça baisse un peu, tu vas t'éclater pour pas trop cher. Donc ça vaut le coup. Mais ouais, c'est un jeu Lego, ça vaut jamais ces prix-là, quoi. Tu le fais sur PS? Alors moi, je le fais sur Switch. Je sais qu'il y en a plusieurs sur Discord qui le font. Il y a un peu tout. Je crois que c'est Sylvain qui le fait sur Xbox. Il y en a quelques-uns qui le font sur PlayStation. Il y a 5 du coup. Et il y a moi, Exarchen, je crois qu'il le fait sur Switch aussi. Et donc voilà, il y a un peu un florilège sur Discord. C'est pour ça. Donc je répète. Est-ce qu'ils jouent à 4 sur la Switch? De quoi? Sur Switch, est-ce qu'ils ont une version 4 joueurs? Non, tu vois, j'ai pensé à ça, mais non, 2 joueurs seulement. 2 joueurs en écran splitté. C'est dommage. Peut-être pour la prochaine, mais ouais, ils ont jamais fait de jeu de mode à 4. Hein. Tout le temps de 2 joueurs, si je me rappelle. Moi, j'attends le jeu Tortue Ninja là qui se joue à 4, l'arcade. Tu vois Shredder machin là. Ah carrément. Ouais. Tu vois duquel je parle? Oui, complètement. Qui sort en fin d'année, je crois qu'il y a les premiers avis qui sont sortis là. Il a l'air. Enfin, un moment qu'il doit sortir, ouais. Mais celui-là. On se fait une émission gamer, sinon Loïc. Bon ben on va. Allez, Dani, t'es pas au courant, mais on a changé le fil de l'émission. Bonne soirée tout le monde. Salut. Je pense que tu vas bien le prendre. Je te connais. Ouais. Donc voilà, pour finir sur Lego, c'était ça. Et puis vite fait, j'avais envie de parler un peu des romans, les romans que j'ai terminés récemment. J'ai fini la trilogie Legends de Han Solo de Hans et Crispin là, qui sont sortis en 97 et 98. Donc je sais pas si vous les aviez lus à l'époque. C'était vraiment les origines de Solo dans le Legends du coup. Ah les Legends, si, avec le gros chat là, le Togruta. Oui, peut-être, je sais plus. Le Togruta. Non, pas Togruta. Togruta, j'ai une connerie, oui, tout à fait. C'est pas Togruta, c'est les. Ah, mais il y avait un putain de gros matou. La trilogie de Crispin, c'est ça? C'est ça. Ah, si, il y a un gros chat dedans. Un alien. Tu me poses une colle. Ah, attends, je vais te la ressortir. Ouais. Je les ai pas lus parce que je suis pas fan de Han Solo, donc je les ai pas lus. Pareil, et en fait, c'est pas. Je comprends pas pourquoi ils ont été le chercher dans la guerre des chasseurs de primes, du coup. Ils auraient mieux fait de le laisser dériver dans l'espace, hein, on en aurait été débarrassé. Il n'aurait pas eu de Kylo Ren, voilà. Donc, déjà, ouais. Ça aurait été dommage. Il n'y aurait pas eu de haters, du coup, puisqu'il n'y aurait pas eu de. Non, mais en fait, il voulait utiliser ce crossover pour Redcon, donc Han Solo n'est jamais récupéré. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, on peut refaire l'épisode 6, 7, 8 et 9, il n'y a pas de souci. Ah, ça aurait été pas mal.
Non, mais je sais pas du tout Euh, de quoi tu parles, Tom, mais ouais, sûrement, hein, j'ai dû oublier des passages, quoi, mais c'est une très bonne trilogie, si vous avez Je vais aller l'occasion te de... le chercher. Là, je suis en train Ouais. de chercher là. C'est comment? C'est vraiment, il y a beaucoup de liens avec le film. J'ai l'impression que le film a repris énormément des éléments de ces bouquins-là. Évidemment, donc ils reprennent, tu sais, la découverte du Faucon Millenium, c'est relativement la même chose. La rencontre avec Lando, avec Chewie, tout ça, c'est relativement similaire. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la rencontre avec les persos que t'as pas dans les films, genre Jabba et Boba. Donc ils rencontrent pour la première fois dans ces livres-là, et c'est assez marquant comme rencontre, et c'est vachement intéressant les relations qui se lient entre Jabba, Boba et Han Solo, quoi. Donc c'était cool, et les romances aussi, parce qu'on apprend qu'il y a eu pas mal d'aventures dans le passé, dont une avec Salazen, là, qu'on voyait dans Dark Empire, les comics. Donc, on avait appris dans les comics qu'il y avait une histoire avec eux. Et là, tu as l'histoire, du coup, dans ces romans-là. Donc, c'est les connexions entre œuvres. Donc, c'est vraiment sympa, ça. Donc, ouais, je conseille vraiment cette trilogie Legend, si vous l'avez pas faite. C'est très, très sympa, si vous aimez le perso, évidemment. Voilà, voilà. Eh ben, le temps que Thomas cherche cette information, je vais faire mon WhatsApp qui va être quand même assez court. À part des lectures, j'ai repris des lectures que j'avais laissées un peu de côté comme Hors de l'ombre, que je n'ai pas fini. Et puis, dès que je l'aurai terminé, je vais enchaîner sur le volume 1 de la nouvelle trilogie Throne que je n'avais pas fini non plus. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu le plaisir, et je lui dis un grand merci de la part de Aude, d'avoir un petit cadeau, puisqu'elle a profité de QC et de la présence de Magali Villeneuve pour récupérer un marque-page, un des marque-pages exclusifs de la convention, sur le stand de Panini Comics, et elle l'a fait dédicacer spécialement à mon attention, mais pas que, puisque un autre membre de l'équipe va recevoir son cadeau, Jean. Oui. Voilà, et donc ça m'a fait beaucoup plaisir, et moi maintenant j'ai un marque-page Star Wars pour lire des livres Star Wars. Oui, Et je me dis, dédicacé, en c'est plus. quand même, voilà, c'est quand même pas mal. Ouais, Bien. merci, Aude. Voilà, merci Aude, un grand merci, franchement, et un grand coucou. Alors, donc au niveau des dernières émissions de Star Wars en direct, vous pourrez retrouver donc une émission Quoi de neuf du 4 mai, où une belle équipe et la présence de notre nouvelle collaboratrice Codelaya vont débriefer ensemble la bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi. Également un Star Wars en direct live avec justement la conférence de QC sur ce que Star Wars représente dans nos vies, en présence de Magali Villeneuve et avec une belle brochette de nos collaborateurs également. Un Star Wars en direct express avec le guide de célébration, guide de survie célébration numéro 4. Et je vais faire une mention spéciale pour une 4e émission, l'émission Faut pas décloner, présentée par Aude, où elle reçoit Fabien, donc notre grand amiral Fab du Discord, que je salue au passage, vraiment que ça fait plaisir d'entendre en vrai sur un sujet très très pointu et qui est traité franchement vraiment de manière très sympathique, et je vous encourage vivement à aller découvrir cette émission. Et donc sur ce, eh ben, on va passer en hyperespace. Attends, juste avant, j'ai un... Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc juste, avant qu'on rattaque, j'ai trouvé entre-temps la race. Donc ce n'est pas un Togruta, c'est un Togarian, on dirait en français. Et en fait, effectivement, ce sont bien des gros chats mastoc qui deviennent un des personnages principaux de la trilogie. Donc Jean me fait oui, donc je pense que... Oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, mais je suis complètement débile parce que c'est sur la couverture en plus du premier tome, tu l'as, cette race-là sur la couverture. Et c'était une de mes races préférées à l'époque du Legend parce que j'ai trouvé bien badass. On a ce genre de truc, vous savez, dans les jeux vidéo type League of Legends et tout, enfin voilà, souvent dans les jeux vidéo, on a des races similaires en fait. On a une race qui était réapparue comme ça dans un... ils sont en canon maintenant, donc ils ont dû réapparaître les Togariens. Et bien justement, il y a cette espèce de gros chat tigre qu'on trouvait dans les... Ah zut, comment ça s'appelait? C'est l'ère de la rébellion. Il y avait la rébellion, il y avait la... Alors, je vais vous dire, j'ai carrément l'époque de la prélogie. Et on les trouve dans Throne, dans Age of Republic Count Dooku. Voilà, c'est ça. Dans Dooku Jedi Lost et dans Throne. Ok, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, donc moi j'avais le visuel, effectivement. Elle est recanonisée. Voilà. Moi, c'était vraiment le visuel dans le comics que j'avais. Je m'étais dit à l'époque, je me souviens, quand on avait fait l'émission avec Francis, et je me demande si tu n'étais pas là, Thomas, d'ailleurs. J'avais dit, encore une fois, c'est un concept qui fait pas bien Star Wars, d'avoir des gros chats, mais bon. Après, on s'y habitue aussi. Ouais.
C'était un Jedi. Parce que avoir des gros cochons, ça te pose pas de problème, par contre. Quand tu vas chez Jabba, les Gamoréens, non. C'est pas pareil, je trouve, ça rend pas pareil. Ça rend pas pareil. Ok. Ouais, t'avais des panthères aussi dans un landau, je me rappelle. Oui, bah, bien guerriers sûr. panthères, des guerriers tigres et tout. Des espèces de Black Panther, mais version animale. Ouais. Pas version costume. Ah oui, dans Lando, ouais, tout à fait. Ouais. Ok, bah messieurs, on va attaquer donc après cette petite digression. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Jean qui va nous faire le résumé des épisodes, mais c'est Thomas. Et donc Thomas, nous t'écoutons. Donc l'exercice est un petit peu difficile, on me demande donc de faire un résumé court. Je vais essayer d'être bon à cet exercice. Alors on attaque, alors là on se rappelle qu'on pioche un peu dans toutes les séries. On aura deux numéros de Star Wars, la série classique, donc toujours avec Charles Soule. Comment ça se passe? On retrouve notre bon vieux Luke qui fait la guéguerre avec Dark Vador. Donc vous vous rappelez, il était parti, donc je vous le fais la version courte. Il arrive à avoir Dark Vador en fait en captant que la planète est tellement gelée que ça nous fait des espèces de grandes vagues qui gèlent immédiatement. Il se dit tiens, je vais faire un burn. Donc il met petit coup de frein à main, ça tombe bien, il avait vu Fast and Furious il n'y a pas longtemps. On a une grosse vague qui va et Vador, ce con-là, se prend dedans. Et donc à la fin, il se dit allez, je vais le finir. Et quand il lui fonce dessus, non, finalement, il lui tire pas dessus. Donc ça, c'est le premier point. Il peut pas, c'est quand même son papa, donc ça, il n'ose pas. On a un petit point de vue du côté des rebelles qui, eux, sont en panne de Faucon Millenium. Et alors, c'est là où c'est sympa et on voit bien le lien qu'il y a avec la trilogie d'Han Solo, c'est que notre ami Lando, il parle au Faucon Millenium comme s'il parlait à quelqu'un, parce qu'on se rappelle, quand on a vu le film Solo Star Wars Story, que l'âme de L3, qui était un peu son amour de jeunesse en mode droïde, est incarnée dans le Faucon. Donc il lui parle et on se dit, est-ce que quelque part, elle lui file pas un petit coup de pouce comme ça? Voilà, donc je vous fais la version très simple. Ensuite, on suit également le tout dernier numéro de War of the Bounty Hunter. On se rappelle la fameuse série où les gens ne savent pas dessiner les Hutt et ils font des caca grabouillons à la place. Donc là, il se passe enfin quelque chose puisque les Hutt, à défaut d'être mal dessinés, sont très énervés et décident d'attaquer l'Empire pour aller récupérer Solo. Cela dit en passant, on se dit que c'est quand même un petit peu con. Bien évidemment, comme c'est un crossover, ce numéro-là, tout le monde y va. Boba Fett y va aussi, Valance y va aussi. Et donc, tout ce joyeux monde va aller se retrouver à l'intérieur. Nos amis les rebelles y vont aussi. On contacte Dark Vador en lui disant qu'il faut revenir aussi. Donc en gros, on sent que tout le monde peut revenir et tout le monde se bastonne. Et au moment où ils arrivent enfin à mettre la main sur Han Solo, Boba nous fait une grosse brèche en fait dans le vaisseau. Pouf, tout le monde est aspiré et surtout le Carbonite Man Han Solo qui du coup disparaît et tout le monde pense qu'il est mort évidemment, mais on n'a pas retrouvé le corps, donc certainement qu'il n'est pas mort. Pendant ce temps, Dark Vador revient en mode un petit peu énervé après les Hutt qui n'ont pas vraiment écouté. Et Boba, lui, récupère notre ami Han Solo en carbonite. Alors, il faut penser que son jetpack doit être sacrément balèze. Parce que pour remonter un bloc de carbonite comme ça, et son bras, ça doit quand même lui tirer un peu dessus. Mais bon, on est dans Star Wars, tout va bien. Et donc tout le monde rentre à la maison, les Hutt se sont fait défoncer la gueule, Valance s'est fait trahir par Boba Fett, Han Solo, Leia et Chewie sont en pleine dépression et on voit notre docteur Afra, on ne sait pas pourquoi. Et à la toute fin, on nous tease le prochain event, on a Kira qui va chercher les Chevaliers de Rennes et on nous dit, ça tombe bien les gars, si vous avez envie de racheter 5 tomes qui pourraient se raconter en un seul tome, allez-y. Et donc, comme nous, on est couillons, et bien évidemment, on va y aller, quoi. Et puis, on a un petit doc où Boba nous ramène le fameux Han Solo chez Jabba le Hutt. Et donc, ça boucle la boucle, ça répond à la question qu'on avait la dernière fois. Par contre, voilà, on ne donne pas encore notre avis tout de suite. On a un petit numéro également sur IG88 où le mec, en fait, s'était fait latter par Dark Vador. Il y a un gars qui vient pour le reconstruire. Et tout ça pour se faire latter à la fin et répéter à nouveau. Mais voilà, et il se dit, il n'est pas complètement laté non plus, donc il dit, c'est pas grave, je vais me faire réparer à nouveau ou je vais m'améliorer à nouveau. Voilà. Donc c'est une version très simple, donc il se refait péter par Boba Fett et il se dit, voilà, je vais encore m'améliorer. Donc là,
techniquement, j'ai l'impression d'avoir résumé à peu près toute l'histoire. Ouais, c'est bien. Sans avoir fait trop d'efforts pour raccourcir le contenu. Alors, ensuite, on part sur le deuxième Star Wars, le 18, qui est toujours par Charles Soule. On sent quand même qu'il y a quand même un gars au scénario à ce coup-là, comme pour le 17. J'ai donné un petit peu un avis là. Donc, on se retrouve en mode dépression avec Leia et Chewbacca qui se font des câlins. Voilà, c'est très sympa. Et puis Lando qui promet à son logo de bien évidemment le remettre d'aplomb. Alors, arrive l'Aube écarlate et Kira qui rentre dans le vaisseau. Et donc là Leia, elle se dit ah oui, donc c'est l'ex du gars dont je suis amoureux. Donc on se doute que c'est un petit peu tendu. La couverture l'annonce, ça va être un peu tendu entre les deux. Et alors on voit que c'est un peu un jeu de poker menteur parce que Lando dit à Leia attention Kira, tu peux pas lui faire confiance. Et dans l'échange qu'elle a finalement Leia avec Kira au sein du Faucon Millenium, Kira lui fait aussi comprendre que Lando, on ne peut pas complètement lui faire confiance en réalité, puisque lui, il est au courant déjà que Han Solo est toujours vivant. Alors ça, c'est la nouvelle du tome qui est intéressant. Et Kira nous dit, je suis pas une si grosse connasse que ça, parce que moi, dans un sens, ok, je vous ai tous niqué la gueule pour faire des thunes, mais je vous ai donné des billes quand même pour pouvoir sauver Han Solo. Donc voilà, je suis une saloperie, mais une saloperie quand même soft. Donc voilà, alors, est-ce qu'elle essaye de se déculpabiliser? On ne sait pas trop, ou qu'elle est encore un peu amoureuse d'Han Solo. Quelque part, ça ne nous regarde presque pas, ce ne sont pas nos affaires. Cela ne nous regarde pas. Il paraîtrait qu'il fréquenterait le fucking Blue Boy, mais cela ne nous regarde pas. Et donc, ça s'arrête là. Bon, on sent quand même qu'elles ne sont pas best friends forever, les deux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que nos rebelles apprennent que Han Solo est vivant et qu'il va falloir aller le chercher. Mais Leia nous dit, ok, pas tout de suite, on va avoir d'autres trucs à gérer. Bah oui, on a 2 crossovers là, avec 5 numéros de chaque à gérer, donc on ne va pas aller chercher Solo tout de suite, en attendant de retrouver notre fameux épisode 6. Si je peux me remettre un peu de temporalité là-dedans, c'est que ce crossover se déroule juste après l'Empire contre-attaque, puisqu'il était sur le chemin vers chez Jabba, et qu'on a encore 2 ans à combler, je crois, voire même 3, avant le retour du Jedi. Donc quoi qu'il arrive, effectivement, on n'ira pas tout de suite. Ouais, voilà. Donc on va le récupérer. Finalement, on était en dépression parce qu'il nous manquait, mais voilà, on sait qu'il est vivant. Ok, stand-by. C'est vrai qu'il est un peu chiant. On ira le rechercher un moment, le temps que ça mijote un peu de son côté. Et donc, par contre, il y a une information qui est très importante qu'on apprend là-dedans, c'est qu'en fait, elle, après, d'après ce qu'elle nous dit, on ne sait pas si c'est complètement vrai, mais elle nous dit voilà, en fait, j'ai des espions partout et je peux tirer des ficelles quand je veux. La preuve, tout ce qui s'est passé, les Hoth qui attaquent, c'est parce que beaucoup le Hoth, vous savez, le bodybuildé, il était pour moi. J'ai des espions dans les saloons, j'ai des espions dans l'Empire. Alors ça, c'est quand même dramatique, parce que on se dit que voilà, ça peut être, potentiellement, ça peut contrarier les gens. Et on n'avait pas conscience que l'Empire écarlate était si balèze que ça. Donc voilà, bon, évidemment, ça sert un petit peu le scénario du comics, mais voilà où on en est. On a un petit un petit flashback, on va dire, plutôt sur la jeunesse de Han Solo, où on apprend que finalement, il n'est pas si méchant que ça, et qu'une fois même, il y a un enfant qui s'est fait taper, il est venu l'aider. Waouh. Et ça. Mais elle l'avait déjà dit, Elle l'avait déjà dit dans le film Solo qu'il n'était pas. Et si on l'avait pas compris, on a carrément 5 pages qui nous montrent Han Solo qui vient défendre un gosse, en mode Wikipédia, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 secondes et qu'est-ce qu'ils se sont dit précisément. C'est le seul moment où avec Charles Soule, je me suis dit là, effectivement, ça a pas trop d'intérêt. Donc, on a fini sur cet épisode-là. Après, qu'est-ce qu'on a le suivant, on passe sur Docteur Aphra. Docteur Aphra. Donc Docteur Aphra, où il ne se passe, pour ainsi dire, quand même pas grand-chose. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Ah si. Je suis alors, pas d'accord. Je vais laisser quelqu'un faire le résumé parce que... Non, alors Aphra en fait récupère donc le collier pour lequel elle était venue sur le Vermillon, et en fait elle va réussir à se transformer en Saiyan God grâce au pouvoir de ses copains. Et on a quand même un crossover avec Dragon Ball. Je suis vraiment choqué, Thomas, que tu ne l'aies pas relevé. Alors moi, ça m'a fait penser plus à Indiana Jones, tu sais, en mode je me rends compte du pouvoir des artefacts. Ouais, alors en fait, voilà, elle est attaquée, elle récupère le collier, mais évidemment, ils doivent se sauver, donc ils font tous équipe, tous les 4.
Sana, Ariol, elle et Lucky. Et puis ils vont faire tenter de s'évader, mais il y a Destic qui vient leur mettre des bâtons dans les roues, et à ce moment-là, donc tout simplement, Aphra se rend compte qu'il y a un artefact qui détient un pouvoir surpuissant. Donc c'est un pouvoir technologique, ce n'est pas de la force, mais qui va lui permettre de manipuler les esprits de Destic pour éliminer, pour qu'elle s'élimine elle-même et qu'elle élimine les gardes. Oui, Jean? C'est un artefact Sith, si je me trompe pas. Ouais, mais il est bien dit que ça fonctionne à base de technologie et que tout le monde peut l'utiliser, même ceux qui ne sont pas forceux. À moins que Dr. Aphra ait la force. C'est aussi la À question. moins que Dr. Aphra ait la force. En tout cas, voilà, ils parviennent à s'échapper, blablabla. Et elle va brancher donc le collier, récupérer les informations qui sont à l'intérieur et découvrir également que l'Aube écarlate a des espions partout. Bon, bref, il s'est dans rien l'Empire, dans les corporations, dans les syndicats du crime et même à la rébellion. Exactement. Eh oui. Voilà. C'est ouf. Ensuite, on repart sur un autre numéro d'une série principale avec notre chasseur de primes Valence qui s'est fait trahir par Boba Fett, qui a la gueule complètement explosée et qui se retrouve face à des armées de Stormtroopers. Et on se dit, mais comment va-t-il faire? Rien de spécial, pas de twist scénaristique, juste il leur pète la gueule. Et donc, moi, je m'attendais à, je sais pas, un retournement de scénario, une parade un petit peu à la Naruto, tu vois. Ah, mais il est coincé, comment est-ce qu'il va faire? Le gars est super intelligent, il a trouvé la combine. Non, il leur lâche la gueule, tout simplement. Alors que le gars est sur le point de mourir, on lui annonce, attention, ton rythme cardiaque va calancher. Non, c'est pas grave, je repars. Je latte la gueule à tout le monde et j'appelle les copains chasseurs de primes. Les mecs rentrent dans le hangar, vas-y que je te saute sur Zukus qui me récupère. Heureusement, Dark Vador arrive un petit peu, fait la force et le ramène au garage. Et il te le reboot pour lui dire que tu es à nouveau mon esclave, mon fils. Voilà. Résumé assez court, ça vous va? Non, c'est bien. Et on termine par le dernier, le fameux Dark Vador. Et on retrouve notre fameux Ochi de Bestoon. Et on retrouve un vrai Dark Vador. Un Dark Vador qui poutre un peu. Donc voilà, on sent qu'il n'est pas content. Enfin, il va latter les Hutt. Sans pitié, voilà. Donc là, on y va. Vas-y, on a retrouvé le vrai Dark Vador qui latte tout le monde. Et puis on a notre fameuse Sly Moore, donc qui a un pseudo procès. Dark Vador qui va pour la latter enfin, et Palpatine qui dit pas tout de suite. Et on comprend en fait que finalement Luke n'a pas été tué aussi parce que Palpatine était derrière pour manipuler un peu, pour pas que Luke soit tué tout de suite. J'ai trouvé ça assez cohérent parce que ça revient au plan de Palpatine qui lui veut garder Luke pour remplacer Dark Vador, et Dark Vador qui finalement tue pas non plus complètement Luke parce que il veut le remplacer par Palpatine. Donc voilà, c'est tous des Sith, c'est tous des crevures, et logique, on veut tous se trahir, donc on cherche une triangulaire pour dégager quelqu'un, c'est complètement logique. Et alors à la fin, on a notre Ochi de Bestoon qui va voir ses copains les assassins, et ils ont attrapé Kira, et en fait ils sauvent Kira. Donc on comprend, ils ont leur fameux slogan, tous pour un pour tous, mais en mode Aube écarlate, et on comprend qu'en fait Ochi fait partie de la team Empire écarlate. Moi c'est ce que j'en ai compris, et que du coup encore une fois les scénaristes finalement présentent des enjeux assez forts au sein de la continuité Star Wars, à voir s'ils vont bien s'en débrouiller, s'ils vont pas nous amener des grosses incohérences. Parce que là, ils arrivent à nous relier l'épisode 9 avec Han Solo, par exemple. Bon. Voilà pour le final, en attendant la suite qui nous fait tous envie sur les Chevaliers de Rennes. Allez, on y va. T'as vu, Loïc, on va l'avoir, notre Secret Invasion. Oui, on parlait la semaine dernière. Bien sûr, on n'est pas loin. Ouais. Alors, moi, je suis enfin un peu content d'avoir lu des choses qui se passent dans un des volumes de cette série. C'est-à-dire que là, il y a un peu de scénario. Alors, certes, les wagons sont accrochés. Certes, on a quand même, sur plusieurs épisodes, on voit quand même encore la même chose sur plusieurs pages, mais globalement, on va quand même avoir un développement de l'histoire. Et c'est encore une fois frustrant de se dire que tout ça aurait pu être largement résumé. Allez, peut-être pas en un volume, mais peut-être en 2 volumes. Et que ça a été en 2, voilà.
je veux dire, moi, je retiendrai de ce crossover le volume 1 et le volume 5. Absolument. Voilà, donc c'est vraiment pour dire. Et c'est vrai que dans ce volume, il se passe quand même des choses intéressantes. Alors, il y a quand même deux choses qui m'embêtent beaucoup. On a donc deux grosses incohérences majeures que j'ai relevées. Donc la première, c'est quand justement Luke dit à la surface de Jekkara, bah, les vagues, l'eau n'a même pas le temps de retomber dans la mer, qu'elle a déjà gelé. Donc, comme tu l'as dit Thomas, bah, on va faire un petit piège à Dark Vador pour pouvoir l'empêcher d'utiliser son TIE Fighter. Sauf que Dark Vador surgit lui-même de l'eau. Son TIE Fighter était dans l'eau. Donc, en toute logique, en sortant de l'eau, il aurait dû geler sur place et donc n'aurait même pas pu suivre Luke et il aurait dû s'enfoncer dans la mer et probablement périr noyé. Donc ça, c'est la première chose qui m'a embêté. Alors, on n'est pas sur de la grosse moyen incohérence. d'accord. Hein. Parce que, en fait, l'eau, elle gèle. Le moment où il sort, si tu veux, elle reste en mouvement. Et après... Quand elle retombe, elle est en mouvement aussi, Thomas. Hein. Ouais. Il s'est trouvé une solution. J'essaie de voir le truc, mais ça tire un peu dessus quand même, tu vois. Il y a la force du truc, quoi, je sais pas. Alors, donc, par contre, on peut penser que l'eau est gelée au moins en surface et que... À minima. Alors, la deuxième incohérence, c'est quand Boba Fett donc, se débarrasse comment il s'appelle, de Valance. On a, donc je l'affiche à l'écran pour ceux qui ont l'image, on a Valance qui est complètement détruit, qui est à terre avec vraiment les circuits dans tous les sens, etc. Et puis quand on va réinvestir sa série à lui, eh ben, en fait, on va se rendre compte que il n'est pas si cassé que ça. Il a juste un petit peu au niveau du cœur, c'est un peu compliqué, mais finalement, voilà. Donc ça, c'est les deux choses qui m'ont gêné. Donc je chipote un peu parce que finalement, ce que j'ai lu m'a satisfait. Comme tu as dit, Thomas, on a un Vador qui redevient Vador. À la fin, quand en fait Palpatine lui demande d'aller traquer les espions de l'Aube écarlate au sein de l'Empire, et on le voit donc avec cette magnifique planche face à une armée d'impériaux avec des Star Destroyers en fond, et là on ressent enfin le Vador. On se croirait en Russie. Ouais, voilà. Et on ressent vraiment le Vador. Et j'espère qu'après ces épisodes, on va pas le retrouver. Alors à la fois dans le prochain crossover, mais dans la série globale Dark Vador, j'espère qu'on va pas le retrouver à nouveau en position de faiblesse, etc. Ok, c'est bon. Pour moi, là, il a regagné un peu ses galons face à l'Empereur. L'Empereur l'a laissé faire son petit truc. Il l'a rappelé au dernier moment en tirant sur la laisse en disant on tue pas Luke Skywalker, j'en ai encore besoin. Donc je trouve que tout ça c'est assez cohérent, ça s'imbrique bien. Moi, la fin de certains épisodes, j'ai été vraiment soufflé, notamment l'épisode Bounty Hunters, quand Valance se réveille au service de Vador. Alors là, ça m'a tout de suite conquis, et j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller lire la suite, de savoir comment Valance va sortir de cette situation. On est sur un niveau de cliffhanger qui est assez correct, vraiment très sympa. Et de même aussi, ce qu'on a dans la série Star Wars, avec le groupe de rebelles qui est coincé dans le Faucon Millennium. Je trouve que ça ressemble vraiment à ce qu'on connaît. La dynamique des personnages, elle est totalement différente de ce qu'on a lu les 3 derniers mois, et c'est vraiment ce qu'on a dans les films. Donc j'étais content, on a retrouvé les vrais personnages, et après avec l'arrivée de Kira, il y avait vraiment quelque chose d'un peu inédit et qui était vraiment pas dégueu à lire, parce que ce personnage finalement, il peut être intéressant, comme tu l'as dit, en triangulaire avec Leia. Et alors, je ne sais pas ce que ça va donner la suite avec Crimson Reign, mais là, en tout cas, ça m'a fait plaisir, au moins déjà qu'ils se rencontrent, qu'il y ait de la discussion, qu'il y ait un peu des enjeux qui soient posés pour la suite. Et voilà, tout ça, c'était quand même assez réussi. Les épisodes de Vador, je les ai trouvés réussis, je les ai trouvés bien dessinés. Mieux que d'habitude. Je trouve qu'il a passé un cap pour dessiner son Dark Vador, qui est quand même assez hallucinant. Donc j'espère que ça va continuer sur cette qualité. Et alors l'épisode de War of the Bounty Hunter, pareil. Alors là on a vraiment, comme tu disais Thomas, on a tous les groupes de personnages qui vont se rejoindre enfin. Alors c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu gros, que tout le monde puisse monter aussi facilement sur l'exécuteur. Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, parce que voilà, on peut Valence et Boba Fett. Boba Fett utilise le code qu'il avait dans l'Empire contre-attaque, donc il peut monter. Les rebelles, eux, c'est via des espions de l'Aube écarlate. Donc je trouve que c'est un peu C'est un facile. peu le bal du village, quoi. Voilà, mais je trouve que la dynamique est intéressante. Après, on n'est pas encore à une infiltration près dans Star Wars. Je veux dire, c'est pas si grave. On en a eu déjà une Ouais, palanquée. mais d'habitude, ils mettent au moins une armure de Stormtrooper. Là, ils sont là, allez, on va pas s'emmerder. Ouais, c'est ils vont tranquille tranquille, là-bas. ouais. c'est Pas, tout, quoi. pas forcément, pas forcément. Dans Rebels, ils mettent pas forcément toujours une armure de Stormtrooper. Mais voilà, en tout cas, mon avis général, ça va être ça. J'ai bien aimé le one-shot sur IG-88. Tu l'as un peu descendu, Thomas. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, mais par On rapport m'a à ce demandé de personnage... raconter le scénario. Alors, Non, après, non, il mais y a des c'est- dessins, hein. C'était exactement ça. Mais j'ai trouvé que ça racontait quelque chose de sympa par rapport au personnage, qui en plus, je suis pas fan de ce personnage, donc j'ai été quand même tenu en haleine au fil des pages. J'ai trouvé que le dessin était efficace. Donc c'est sûr qu'on n'est pas sur du super quali, mais ça fonctionne bien dans cette planète décharge un peu pourriture, etc. Donc je trouvais que ça fonctionnait bien, et le fait ensuite qu'ils disent bon bah je suis pas assez fort, je vais m'entraîner à devenir plus fort et devenir un super Saiyan, ben finalement quelque part pourquoi pas, c'est un robot, il peut le faire, il a aucune raison de pas le faire en fait. Et si c'est le moyen de réintroduire le personnage peut-être dans une autre époque, genre après le Premier Ordre, ou même 100 ans après, en disant ouais c'est un vrai personnage badass, je me dis que ça pourrait vraiment être sympa. Donc voilà pour mon avis général. Donc messieurs, je vais vous passer le micro. Ah, vas-y, Jean, j'ai commencé. Right. Déjà, je vais essayer de rebondir sur un peu ce que tu as dit. Ouais, petit HS qui a rien à voir là, mais dans le jeu Lego, justement, tu as un perso que tu peux débloquer où c'est le petit Han Solo en carbonite. Donc il marche dans sa carbonite. Donc ça, je trouve ça rigolo. Et comment on le C'est voit bien rigolo, dans ça. ça. Ouais, c'était pas mal. Ouais, alors comme toi, Loïc, le Valence éclate. Alors l'eau, par contre, Osef total. Hein. Moi, les incohérences avec l'eau, ça m'a pas trop choqué. Je me suis dit la même chose. Je me suis fait la même chose quand Il y avait un effort de scénario quand même d'amener quelque chose de nouveau. À Ouais, l'inverse bah, de Valence qui, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout le monde. Non, j'ai non, préféré c'est- la c'est- petite incohérence ouais. sur l'eau que le mec qui, juste, il est super fort, il met des coups de Ah poing. non, ça, moi je trouve que ça correspond au personnage qui est badass et qui tape sur tout ce qui bouge. Non, c'est plus le fait que tu le vois dans une série où il est complètement éclaté, justement, la fois où tu le vois le torse, enfin vraiment la cage thoracique ouais, en métal, ouais. totalement éclaté. Moi, Limite ça les bras m'avait, sont tombés quoi. Ouais, et ça m'a limite choqué, tu vois sa tête, il est complètement au bout de sa vie, là, vraiment, mais littéralement, parce que tu dis, il va pas réchapper à ça, quoi. Et c'était assez choquant de tourner la page et de voir que Boba, il a vraiment aucune pitié, quoi. Il y va à fond, et c'est cool, tu vois. Mais quand tu vois ça, voilà, le numéro de Bounty Hunter, et tu revois Valence avec juste un pet au niveau du cœur, comme tu disais, là, Par j'étais là, contre, ah oui, d'accord, ils sont pas Est-ce trop... que ça vous a pas non. choqué que Boba soit une crasse à ce point-là, alors que dans la série, c'est un mec, il a des principes, il a des valeurs, hein, les Tusken, Brother, moi, je me machin. dis, ça se passe pas au même Ouais, moment, c'est déjà, vraiment. et là, c'est après le Sarlacc, tu vois, donc moi, je me dis, le C'est la Sarlacc, rédemption du Sarlacc. ça la Bah oui. trauma, quoi. Donc ouais, non, Est-ce ça que m'a si pas... on met Poutine dans le Sarlacc, tu crois qu'il va devenir sympa? Je pense que Thomas nous fait je sais pas, une poutinite aiguë. Ah, désolé les gars, je voulais pas faire de politique. Hein. Ouais, c'est- J'accepte Et, votre point de Ah, vue. mais tu voulais parler donc de ce merveilleux plat que nos amis. Oui, atlantiques- exactement. Effectivement. Excellent. Typique du Québec. Donc, ouais. vas-y, Jean. Ouais. C'est magnifique, c'est super bon en plus. Ouais, alors moi, ce que j'ai bien aimé, alors tu me connais, hein, je suis assez enthousiaste niveau litté, je suis pas très critique, on va dire. Moi, ce que j'ai déjà bien aimé, c'est le fait que tu lis, contrairement les autres volumes qui étaient un petit peu fouillis par moment, là, ce qui est bien, c'est que quand tu enchaînes les numéros, c'est relativement chronologique, on va dire. Donc les événements se déroulent à la suite, et du coup, c'est plus facile à lire. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, on va dire, quoi. Alors qu'avant, Non, c'était c'est plus la même scène que tu revoyais de différents Ouais, points ouais, de c'est vue vrai. à la C'est vrai, actuelle, c'est quoi. Donc ça, c'était plutôt cool. Par contre, ouais, je trouve ça quand même dommage que le seul petit point, s'il fallait critiquer un truc, que je trouve ça dommage, c'est que c'est quand même la guerre des chasseurs de primes, tu vois. Et il y a énormément de combats, de fights, et t'as aucune vraiment conséquence dramatique, quoi. T'as personne vraiment qui meurt là, tu vois. Je pensais que Valence allait vraiment y penser. J'aurais bien aimé, tu vois, que Valence crève là et sa série s'arrête, quoi. Ça aurait été logique, et puis voilà, quoi. Puis tu vois pas après. Et non, en fait, Valence sera. Bah, J'irais sera même plus loin que récupéré. toi, Jean. C'est que Mhm. c'est une série, la guerre des chasseurs de primes, et finalement, c'est pas tant que ça les chasseurs de primes qui se font la guerre.
Parce que c'est surtout l'histoire de Vador et de la rébellion, encore une fois. Oui, avec C'est ça. c'est juste la C'est présence ça. des chasseurs de primes autour, c'est vrai qu'ils Voilà. n'ont pas vraiment d'importance à part Boba Fett et Non, Valance. C'est vrai que les c'est ça. autres sont, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, le manque de drama, de mort en fait, hein. C'est pareil, Moore à la fin, tu vois, moi j'aurais bien voulu que Dark Vador l'achève, quoi, parce que Là, on avait envie Quel de se mot dire pour que de c'était vrai le bon. Bah, ouais, comme ça, qu'il y ait joli, une conséquence, on joli. va dire, de ses actes, parce que Bah, ce c'était qu'elle a le bon fait, moment en c'était... plus. C'était le Ouais, bon moment. C'est que, en plus, enfin, je veux dire, Vador, c'est le gars qui va te zigouiller sans procès. Donc, il fallait absolument le laisser tuer Sly Moore, quoi. Sauf si Palpatine ouais. a un plan pour elle. Ouais, moi j'aurais bien vu voilà, zigouiller là, mais bon, ouais, ils zigouillent quand même tout le clan Hutt, donc il y a au moins ça, tu te dis, bon, pour eux il y a quand même une conséquence, c'était assez sympa ça. C'est le Conseil des Hutt qui est zigouillé. Ah oui, Et pardon. donc, le dernier représentant du Conseil, donc celui qui a la main mise sur tout le cartel des Hutt, c'est du coup Jabba. Ouais, C'est il ça. s'en sort bien en histoire. Et là, Ouais, c'était ouais. bien vu, j'ai trouvé. À ce Ouais, niveau-là. c'était bien vu. Ouais, c'était sympa. Non mais voilà, mais après, de manière générale, ça va, moi, du plutôt sympa, j'ai trouvé les Star Wars plutôt sympa, à du très très bien, genre le War 5, là, la mini-série, donc le dernier Ouais. volet, j'ai trouvé très très bien, justement, comparé aux anciens. D'ailleurs, tu parlais des dessins, Tom, mais au début, j'ai vraiment cru que c'était plus Ross au dessin, tellement c'était tellement différent Oui, des j'ai numéros été voir précédents. aussi. Et Ah j'ai ouais, fait comme t'as toi, vu? Jean. J'ai été vérifié, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas Luke Ross. C'est Et plus puis lui, après, tu parce que regardes, tu dis, si, c'est ouais, Luke Ross. c'est Bah, ça. Et plus appliqué peut-être sur cet ouais, épisode. et notamment sur les huts. Du coup, tu parlais des huts, mais ils sont Ouais, pas ouais, mal. bien sûr. Il y a beaucoup de Ils vaisseaux sont dans, moins dans ce... pires, j'irais pas dire qu'ils sont bien. Ouais, Ouais, alors non, ouais, moi, je dirais ouais. qu'il y a des plans où ils sont très corrects et il y a des plans où ils sont comme d'habitude. C'est ça, Mais il y a globalement, pour le ouais, reste, c'est quand même beaucoup ouais, beaucoup mieux dessiné. c'est ça. Alors, bon, apparemment, il y a un autre gars avec lui, comme le numéro précédent, mais j'ai l'impression que pour les close-up des huts, quand ils sont près de la caméra, ils sont bien faits, ils sont bien détaillés, ils Oui, sont c'est ça. réalistes. Quand il y a un plan large avec plein de huts, Ouais, là, il a fait l'arrache, là, quoi, c'est... comme ouais, ouais, d'habitude. ouais, ouais. Et, Je suis et niveau d'accord. visage, c'est toujours pas ça, hein. Je sais pas, il y a 2-3 visages de Leia. C'est toujours pas ça, quoi. Ross, il a vraiment du mal, quoi. Je critiquais sur Leia et Kira dans le numéro précédent. Là, c'est surtout Leia. Là, je Non, sais c'est plus vrai, c'est vrai. quelle case c'était. C'était pas ouf. Mais par contre, niveau vaisseau, il est très très bon, hein. Niveau vaisseau, les batailles spatiales sont bien, en fait. Je trouve. Mais même le découpage, c'était vachement cinématographique dans l'idée de cet épisode, Ouais. je trouve. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Et au niveau des couleurs, alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des couleurs très pastel qui faisaient très Dark Empire, justement. Un peu Et moins, là, mais je me suis renseigné, donc là, il y a la coloriste, comment elle s'appelle? C'est Rachel Rosenberg, qui a la couleur, et c'est le premier qu'elle fait de la série, et ça se voit, là, tu vois vraiment Ouais, sa ça patte. se Et voit. elle, ouais, ça se voit direct, c'est très flashy, c'est très, très coloré, on va dire. Ouais, Et, ouais. pas, et plus trop pastel comme avant. Et ça, ça me rappelait les numéros d'Afra, parce qu'elle a fait des numéros d'Afra, cette coloriste, et ça faisait justement très flashy, comme ça, elle est très très colorée. Bah, là, je réaffiche donc la case où les Hutt attaquent le Superstar Destroyer. Voilà, c'est vraiment flashy. Là, on ressent la bataille spatiale, quoi. Elle est très, très sympa, cette Splash Page. Donc, ouais, niveau couleur et dessin, là, c'était plutôt pas mal. Et donc, comme tu disais, le one-shot IG88, moi, je te rejoins aussi, Loïc. Très bonne surprise. Alors, c'est marrant, tous les one-shots, je t'en rien. Ouais, et ouais, à ouais. chaque fois, t'es surpris, quoi, agréablement. Ouais. C'est fou, hein. Ouais, c'était plutôt sympa. Et tu vois encore une fois la présence de Deva, donc là, la fameuse alien avec des plumes, là, qui est vraiment dans tous les one-shots, j'ai l'impression. Pour un petit rôle, tu vois, elle a un petit... Ouais, Je trouve que c'est c'est la Nick Fury des Le fil one-shots rouge. de chez Jabba. C'est ça. Non, c'était vraiment sympa. Et puis, j'aime beaucoup le fait que je sais pas, la structure du début, je pensais vraiment que tout le thème aurait été comme ça aurait été sympa. Mais bon, c'est qu'un tiers, t'as quoi? T'as 10-13 pages où t'as pas de dialogue du tout, c'est que des pensées de IG88, du coup, t'as zéro dialogue. Je trouvais ça le petit truc à souligner. Et l'intro, pareil, du gars qui répare la RB919, qui le répare, qui se fait zigouiller direct. Non, c'était pas mal, quoi. C'est bien, Et puis, il fait très tie-in avec les autres, donc avec le Boba, le War 3 et les Star Wars, parce que tu vois là le point de vue de Boba qui arrive sur Tatooine pour livrer. T'avais un petit passage que t'avais pas dans le War of the Bounty Hunter 5, et c'est là t'as un petit peu l'atterrissage du Slave One et comment il va essayer d'amener la carbonite à Jabba, et là tu vois que IG88 il essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça amènera à rien pour lui, mais c'était sympa de voir ça. Oui, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, au moment de la livraison,
Ouais, il jusqu'au y bout. en a encore un qui vient l'emmerder, quoi. Qui vient l'emmerder, ouais, jusqu'au bout, quoi. Il aurait été emmerdé jusqu'au bout. Et donc voilà. Donc le Afra, ben, moi j'ai trouvé très cool, mais je serais jamais objectif sur un Afra, donc là je passe. Moi j'ai adoré. Mais c'est toujours Alors, pareil, c'est. Oui, donc, dis-moi. donc pour ceux qui pourront avoir l'image, j'affiche l'image qui m'a fait penser au Super Saiyan God, Ah où ouais, elle devient rouge voyante, avec cette aura qu'elle a au-dessus, les cheveux qui se lèvent. Donc vraiment, c'était un peu l'épisode What the fuck, je trouve, depuis le D'ailleurs, le style fait redémarrage très de la série. manga, j'ai trouvé aussi. Hein. Ouais. Ben, on le disait Dans le souvent à rythme et chaque dans fois. le Hein. dessin, moi, ça va un Ouais. côté manga pour moi. Moi, à chaque fois, je te Ouais. dis, cette série Afra en général, l'autrice a des influences manga évidentes, quoi, que ce soit au niveau même dessin et scénario, c'est très très manga, quoi, la structure et tout, là, l'histoire avec Ariol et Lucky, tout ça, ça fait très très. Et la ouais, rapidité, le rythme dans. Ouais, Oui, le oui. rythme. Et le ça côté suit what aussi the vite qu'un manga, d'ailleurs. Oui, Ouais, complètement. Bah absolument. oui, c'est très rapide à lire, exactement. Et le côté what the fuck, comme tu dis, ça fait très. Oh, pardon, il faut éviter les grossièretés. Du coup, maintenant, faire gaffe à ce qu'on dit. Ouais, le côté un petit peu. Ouais. Comment tu dis en fait en mode poli? Crazy, Le côté un peu Non, mais incroyable. tu sais, des fois, on fait ouais, des on émissions avec peur. Sylvain, ça choque personne. Hein. Non. Ouais. Non, mais ouais, what the enfin, fuck, c'est pas un gros mot. Non. Non, ouais, parce qu'on a eu quelques soucis avec YouTube, j'ai vu quoi, dans le fil de. Bref, et du coup, à ce côté-là, moi je trouve que ça fait très Afra, du coup, depuis le début de la création de cette saga-là, c'est toujours des numéros qui vont très, voire trop loin pour certains, et là, c'est encore le cas, quoi. Donc elle devient Super Saiyan, pourquoi pas. Et justement, moi, ça révèle une personnalité d'Afra qu'on voyait jamais, tu vois. C'est que là, elle va vraiment, elle est là pour buter ses ennemis, quoi. Elle allait vraiment, je crois qu'elle les empoisonne carrément, hein. Qu'elle les laisse En fait, morts, c'est quasiment, quoi. Desti qui a des espèces de shurikens empoisonnés, et elle va donc influer son esprit pour qu'elle les retourne et qu'elle se plante avec. Donc elle n'est pas morte. Non. Elle est Non, empoisonnée et empoisonnée, probablement qu'à mon avis, elle a l'antidote et qu'elle va Voilà. se sauver de la situation et qu'on va la retrouver dans le prochain crossover. C'est ça, ouais, elle lui dit, ouais, t'as 10 minutes pour te mettre l'antidote, Exactement. sinon C'est ça. Et d'ailleurs, Desti, je voudrais en parler vite fait, parce que c'est un personnage qui était assez récurrent dans ce crossover et dans Bounty Hunter et Afra, là, dernièrement, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais en faisant parce qu'on on n'en apprend pas des masses, hein, sur elle, hein, sur sa vie, tout ça, et sur le Wookiee, là, ils disent que c'est une datomirienne, du coup, une fille des Night Sisters. Ah, d'accord. Donc ouais. c'est ça. Peut-être Et qu'on du va coup- l'apprendre après, alors, ça. D'accord. Peut-être, hein, je Et, sais pas. Hein. je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, si c'est parce que oui, en lisant en VO, est-ce que j'ai vu ça ou pas, mais il y a un moment où dans le passé, je sais plus dans les numéros précédents, où elle se démasque en fait, et tu vois vraiment la gueule qu'elle a, et du coup, moi, ça me fait beaucoup penser. Alors, il y a un mix entre je sais pas, elle faisait très un ninja de la main elle serait très bien dans un Daredevil, tu vois, par exemple. Moi, je la vois très bien dans un comics Marvel Daredevil, ou dans un Mortal Kombat, tu vois. Je la vois la Kitana ou Milena, là, avec leur espèce de masque ninja, là. Et je la vois très bien dans ce genre-là. Et d'ailleurs, justement, elle a donc un petit point de ressemblance avec Milena de Mortal Kombat, justement. Il y a une mâchoire un petit peu particulière, on va dire. On va pas trop dévoiler si jamais c'est dévoilé par la suite. Mais ouais, c'est un personnage qui m'intrigue, quoi. Qui est pas passionnant plus que ça, mais qui m'intrigue, tu vois. Et que je suis content de revoir à chaque fois, tu vois. Donc voilà, et pour finir, ouais, le Bounty Hunter, donc très sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, comme d'habitude, action, mais les dessins excellents, toujours les mêmes, hein, toujours les super. Et le cliffhanger de fin qui était, comme tu disais, Loïc, ouais, surprenant, très surprenant. Mais déjà, toute la fin où il essaie de rejoindre le vaisseau, donc de ses potes de Tonga et tout. Alors ça c'est cool aussi, que ce soit pour Valence, enfin pour Bounty Hunter et Dr. Afra. Vous vous rappelez les histoires parallèles des personnages Joseph, là, de Ariol Lucky et là de Tonga et de sa copine. Là, du coup, comme ils rejoignent un petit peu le groupe principal, là, on a une histoire globale qui n'est pas séparée en deux histoires séparées. Là, c'est vraiment tout le groupe se réunit et je trouvais ça plus intéressant, du coup, plus passionnant que ce qui avait été fait avant, en fait. Donc, je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais ouais, le groupe, tout ce qui est Tonga et sa copse, là, et donc qui est avec Zucus et comment il s'appelle, et Bossk aussi, donc tout le monde est réuni Oui. pour essayer de sauver Valence. Là j'ai pas mal aimé aussi, il y a une espèce de tension où Valence essaie de se projeter dans l'espace, essaie de rattraper Zucus, il y arrive presque et il se fait arracher le bras par Vador. C'était assez trashouille et plutôt jouissif, on va dire, assez violent. Donc ouais, super sympa ce numéro. Et le Dark Vador, ouais, très sympa aussi, pareil. Ce qui est rare, hein, pour les Dark Vador. Normalement, c'est un peu les numéros qui pêchent, hein. Chaque fois, on le critiquait dans ce sens-là. Et là, celui-là était très très sympa. Comme tu disais, un Vador tout en puissance. Je vais pas répéter ce que tu as dit, mais le massacre du Conseil Hutt par Vador, on le voit dans ce numéro-là. Et c'est vraiment très très sympa. Et donc, le fait que beaucoup étaient en fait un allié,
un Skrull, un Skrull de Crimson Skrull. Dawn, on va dire. Voilà, donc non, très très sympa. Et le final, le cliffhanger avec Ochi aussi très surprenant. Donc ouais, des bons cliffs, des bonnes histoires. Donc ouais, un bon volume de Bounty Hunters là. Très très bon. Alors, moi, me concernant, je me suis fait la même remarque que Loïc, à savoir qu'en fait, ça aurait pu tenir en 2 tomes et ça aurait été bien mieux. Parce que faut bien imaginer le gars qui va vouloir le relire, qui se dit putain, je vais me taper 200 pages x 5, 1000 pages pour qu'il se passe pas grand chose. Ça pique un peu. Je pense que sur un one-shot, même limite, on aurait pu tout tenir dessus. Je pense que ça aurait été vraiment très très bon. Mais là, il y a de l'économie de scénario quand même plus d'une fois. Et très franchement, pour ceux qui ne l'ont pas acheté, si vous nous écoutez, moi, je déconseille l'achat. Très franchement, je pense que ça peut valoir le coup qu'un copain vous le prête, mais moi, j'achèterai pas. Et c'est pas de la faute de Panini, hein, là, c'est juste les éditeurs. Donc, non, parce que d'autant que Panini a fait un effort de repositionnement des épisodes, puisque on l'avait déjà dit, mais on peut le répéter, c'est que en VO, l'ordre de lecture était totalement différent. Et pour l'avoir repris... Pas totalement, juste il y a quelques différences. Il était un peu différent. Et moi, pour avoir essayé de les suivre dans l'ordre de lecture américain, j'ai fait l'essai sur les premiers volumes. Ça marche pas forcément. C'était beaucoup moins fluide, vraiment. Donc là-dessus, gros chapeau à Panini. Par contre, comme vous l'avez dit, ça se suit bien. Alors, moi, j'ai quand même trouvé le tome, là, si on considère le tome Panini, inégal. À savoir le début très très bon. En fait... Et je crois que le point commun, c'est quand même le scénariste, à savoir, dès que Charles Soule est aux manettes, quand même, ça tape plus dur quand même. Et j'ai trouvé que les personnages étaient très vrais. Je trouve que c'est toujours très intéressant, Lando. Ils ont fait pas mal de liens entre les différents films, et ça, je trouve que c'est bien. Le personnage de Lando, il est intéressant parce que il y a tout un questionnement à un moment sur la notion d'être une bonne ou une mauvaise personne. Ce questionnement, il arrive sur Lando. Il arrive aussi sur Kira, et on sent qu'il y a des jeux de dupes en fait de la part de Lando. Il n'a pas encore bien défini qui il était, tout en étant bien. Il faut rappeler qu'il avait balancé les informations à Jabba au début du crossover. Hein. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que Kira rappelle à Leia en disant attention, lui il n'est pas clean. Elle lui donne une base pour aller chercher là-dessus. Et je trouve que là-dessus c'était bien pensé. L'autre élément à rajouter, moi, qui m'a bien plu sur Lando, c'est que effectivement à la base c'est quand même une crapule, un peu. À la base c'est un mec un peu profiteur qui se retrouve un peu coincé à un moment parce que le lien d'amitié avec Han Solo ça le touche un peu, et on sent qu'il est un tournant de sa vie où il se dit ouais je vais peut-être devenir quelqu'un d'autre. Autant Han Solo est manifestement quelqu'un à bon cœur mais qui est caché sous un masque de beauf, autant Lando est a priori plutôt un gros profiteur caché sous un masque de séducteur. Donc c'est vraiment l'inverse en fait, et on sent que là ça va switcher, mais il y a encore du boulot pour qu'il devienne ce qu'il est. Néanmoins, il a quand même des valeurs, ce personnage, donc c'est intéressant, et on voit bien que on pourrait dire qu'il y a une espèce de racisme contre les droïdes, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, et on sent que lui, par contre, il a cette ouverture d'esprit que les autres n'ont pas. Et ça fait partie de ses valeurs, c'est-à-dire que le gars, il est ouvert sur la cause des droïdes. Et on le voit bien parce que du coup, c'est quelque chose d'important pour lui et qui est réutilisé tout le long, en fait. Même Kira lui rappelle passe le bonjour à L3, donc il y a vraiment des connexions entre les films, les différents films, les différents Star Wars Story. Donc là, je trouve que Charles Soule, il fait du très bon boulot parce qu'il sait très bien caractériser les personnages, et c'est intéressant ce qu'il raconte. Je trouve qu'il n'y a pas que de la baston. Alors, moi, du coup, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Là, l'épisode de Bounty Hunter, c'est juste de la baston, et Kira, c'est Dr. Aphra, c'est. Enfin, pour moi, ça fait pas Star Wars. Enfin, je suis pas dans du Star Wars quand je lis ça. Autant au tout départ, quand elle était en mode archéologue, je trouvais ça bien, mais là, enfin, je suis pas dedans. Le IG-88, pour moi, il sert à rien, quoi. Enfin, vraiment, c'est rigolo de voir un perso qu'on connaît et de le voir tuner, mais sinon, pour moi, ça n'apporte rien. Et le Dark Vador, ok, on a un Dark Vador qui est un peu plus cool, mais finalement, bon, c'est anecdotique. Donc, à mon sens, le seul vrai truc là qui tient la route, c'est les histoires de Charles Soule. Et par contre, quand j'ai commencé le tome, je me suis dit, waouh, ça va partir fort, et ça redescend tout de suite dès qu'on a les autres scénaristes. Et c'est ça que je reproche un peu. Et moi, personnellement, vraiment, j'invite pas les gens à acheter ces tomes-là. Je trouve que c'est en dessous.
Voilà un petit peu pour mon avis. Alors, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas passé un bon moment, et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que le fait qu'on ait ces émissions-là, qu'on se remette un peu à faire du lité pour en parler tous ensemble, eh ben, ça nourrit une certaine dynamique. C'est-à-dire que je pense que tout seul, j'aurais lâché l'affaire, en fait. Et le fait de se dire, allez, on va se retrouver, on va en parler, eh ben, ça me booste, en fait. Et donc, pour ça, je trouve que c'est vraiment cool. Voilà. Tant mieux si ces émissions ont pu servir déjà à ça, c'est cool. Et par contre, je suis très impatient d'avoir le Crimson Reign. Ouais. Oui, donc la deuxième partie de exactement, et donc ça va être crossover qui suit. Le prochain Panini le refait de cette manière, le Crimson Reign, si j'ai bien compris. Et donc là, on va pouvoir repartir sur ce genre de critique. Ben, il faudra qu'on en rediscute parce que vu le rythme, si le rythme est un peu similaire, ça sera pas forcément pertinent. Et il vaudra peut-être mieux qu'on attende les volumes individuels. On va en discuter. Mais si on arrive à la... Si on arrive à la conclusion que ça, c'est... Et puis voilà. ça nous entretient. Les lire à la suite, je sais pas, dans le scénario, moi, je suis moins fan parce que ce qu'on se disait, c'est qu'une fois que tu as lu un tome qui te raconte la fin, les autres, c'est moins excitant de les lire quand même. Ben ouais, je sais pas du tout. Faudrait moi, voir j'aime bien cette formule. Ça peut être intéressant de sonder aussi les gens qui nous écoutent, voir leur point de vue en fait. Bah ouais. Bah, de toute façon, toutes les personnes qui... on vous invite tous, vous qui avez écouté cette émission ou ces émissions, à nous donner votre point de vue en commentaire, sur YouTube, donnez-nous votre avis, rejoignez-nous sur Discord et dites-nous quoi. C'est important pour nous. Oui, parce que ça serait bon peut-être de le rappeler pour ceux qui ne savent pas, mais là, ce crossover War of the Bounty Hunter, c'est le premier crossover d'une trilogie basée donc, sur le personnage de Kira et de l'organisation Crimson Dawn. Donc, et on en a souvent parlé le long de toutes ces émissions, c'est qu'il y a un deuxième crossover qui s'appelle donc Crimson Reign, que tu mentionnais Thomas, qui est en cours là en ce moment en VO, et donc qui va suivre là, juste après en VF, là, et qui suit le même modèle que la guerre des chasseurs de primes, donc une mini-série en 5 numéros et un crossover avec les 4 régulières. Et après, il y aura un autre crossover qui va faire une trilogie finalement. Voilà, c'est une trilogie de crossover, c'est ça. C'est Hidden Empire qui n'a pas encore commencé en VO. Là. On est encore sur Crimson Reign. Mais par contre, là, ce qui est annoncé pour The Hidden Empire, donc la troisième partie du crossover, c'est qu'une mini-série. Pour l'instant, ils n'ont pas confirmé le fait qu'il y aurait une crossover entre les régulières. On verra dans les mois à venir. On peut partir sur le fait que ça va avoir la même typologie. Et peut-être que ça va nous raconter la fin de l'Aube écarlate aussi, hein, parce que oui. on n'en a pas entendu parler à partir de l'épisode 6. Alors, ça m'étonnerait qu'ils plient les Gaules dans un comics. Ah, on sait pas, on verra. Okay, justement, si on part sur une ouverture, là, justement, moi j'ai trouvé que le retour de Kira et de Crimson Dawn pour ce crossover-là, c'était le bienvenu, quoi. C'était vraiment la grosse surprise et le truc qui nous a tous hypés. C'est quand même une révélation de fou à la fin du premier volume, quoi. Et je trouve, et voilà, mais maintenant, moi, ce que j'attendrais de cette période-là, entre la 5 et le 6, vraiment, moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'aimerais vraiment connaître comment Luke donc, a construit son nouveau sabre laser que tu vois dans l'épisode 6, et comment il est devenu Jedi, parce que je sais pas si tu te rappelles, dans un des numéros de Star Wars, il y a un dialogue entre Dark Vador et lui qui lui dit « mais t'es pas encore un Jedi », et Luke qui se dit « oui, mais je vais le devenir », et nous on le sait qu'il deviendra dans l'épisode 6, et comment, du coup, ça c'est un pan de l'histoire entre le 5 et le 6 qui m'intéresse énormément, donc j'espère que... je pense que là, il avait un petit peu... Dans ce crossover, il avait un peu son arc à part. C'est-à-dire qu'on le retrouve avec il rejoint le groupe, mais finalement, il ne les rejoint pas physiquement. Il est juste présent en orbite de Jekkara et il reste dans son chasseur. Et avant ça, avant de les rejoindre, il est parti aider une partie des rebelles. Donc, je pense qu'on peut largement imaginer qu'on va rester sur le même type de structure, que là, pour le coup, en plus, on va vraiment pas avoir besoin de lui dans le crossover à venir. Et qu'on aura un Luke qui va continuer sa quête Jedi d'un côté, pendant que Leia va mener la rébellion à se reconstruire et peut-être à vaincre l'emprise de l'Aube écarlate. À moins que les Chevaliers de Ren soient envoyés sur la trace de Luke par Kira, pour une raison qui pour l'instant m'échapperait. Moi, je les imagine mal flinguer l'Aube écarlate parce que du coup, ça fait un nouvel élément du bac à sable en fait pour les scénaristes, autant comics que séries. Tu vois bien que même des personnages très vieux, ils ont du mal à les tuer vraiment
parce que finalement, c'est hyper utile. Alors déjà, des personnages secondaires, ils ont du mal, mais là, des personnages canonisés par les films, moi, j'ai du mal à les imaginer flingués, parce que le comics n'est pas lu par tout le monde. On voit bien que chez Star Wars en direct, même, on est une minorité à lire les comics. Il y a des gens qui attendent la fin de l'Aube écarlate, et si on doit voir une fin, à mon avis, elle sera maxi en série, et au mieux en film. Mais je vois mal le truc finir sur un comics. Enfin, très franchement. Ben ouais, ça on va le voir. De toute façon, on va le voir. On aura la réponse très bientôt. Voilà, de toute façon. Là, on va avoir 5 mois de crossover, donc on va arriver sur fin d'année. Et donc, début d'année prochaine, je pense que si les crossovers s'enchaînent, début d'année prochaine, on sera fixé, quoi. Donc finalement, ça va aller quand même assez vite. Est-ce que vous avez autre chose, messieurs, à ajouter avant qu'on passe à la note? Non, c'est bon. Juste vite fait, tu parlais du flashback Slo Kira qu'on voit dans un Star Wars, je crois, un numéro de Star Wars, je sais plus. Ouais. Je me demandais si ce flashback-là, c'est parce que je me rappelle d'un passage comme ça dans le roman Most Wanted de Ray Carlson. C'est quoi? C'est Mort ou Vif, j'imagine en français. Ouais, Je crois que c'était c'est Mort ou ça. Vif. Je crois me rappeler d'une scène comme ça où tu les voyais les deux allongés comme ça sur une espèce de parabole là et qui discutaient comme ça. Et j'ai pas réussi à retrouver l'info, mais je me serais pas surpris de savoir que c'est une scène prise de ce roman-là. Où, en tout cas, c'est la même période, ça c'est sûr. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa comme petit clin d'œil. Tu disais les liens entre les films et les comics. Donc ça, c'était cool. Bah, en toute sincérité, moi, je me souviens de ce roman. Je me souviens que je l'avais beaucoup apprécié. Oui, très Mais bon je me roman. souviens pas de cette scène en particulier. Non? Ouais. Bon, bref, c'était juste Ça un me petit dit. truc comme ça. Et pareil pour le Lando qui parlait. Alors ça, c'est une scène pareil. J'en ai pas trop parlé, mais vous l'avez bien fait. C'est quand il parle au Faucon en fait. Il parle à L3 en mode introspection là, avec le petit merci à la fin, assez émouvant quoi, en mode monologue et tout. Et ça, ça m'a pas fait tirer l'alarme, mais pas loin, tu vois. C'était un bon moment. C'est beaucoup de dialogue en fait dans les Star Wars, dans le 17 et le 18 ouais, tu vois que Charles Soule, quand même, il a quand même ce temps-là de dialoguiste, quoi, qui est vraiment très, très sympa. Et le dialogue Leia, Lando aussi, j'ai beaucoup aimé. Et mine de rien, quand même, ça fait depuis 2015, donc ça fait déjà 5, 6, 7, ça fait déjà 7 ans qu'il est sur le canon Star Wars en comics. Donc il commence à avoir un petit peu de bouteille. Je pense que ça se ressent aussi. Ouais, il a ouais, construit non, pas mal de choses. Il est bon, il est bon. Pareil, il a plein de la petite pique que Lando fait quand il voit l'état du Faucon, quand il embarque sur le Faucon. C'est justement en lisant la trilogie Légende de Han Solo, là tu vois que comment Solo il va modifier dès qu'il chope le Faucon dans le 3e tome, il modifie tout à son image quoi. Et là le fait que Lando arrive et fait ok, donc c'est plus le Faucon que j'ai connu et tout, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est pas mal ça. Les petits détails comme ça. Et je sais pas si on en a pas trop parlé, mais tout le long de ces émissions d'ailleurs, et c'est dommage que c'est peut-être le fait que Francis ne soit plus avec nous quoi, mais mais c'est les couvertures. Ah Qu'est-ce que oui, vous avez pensé oui. des couvertures? Il faudrait qu'on fasse 2-3 mentions couverture. Donc là, tu as sélectionné une superbe couverture là, pour la miniature de cet épisode-là, là, et que je trouve vraiment magnifique. Quoi. Ouais. Mais sinon, en général, vous avez pensé quoi des couvertures? Je les ai pas trouvées. Alors, il y a parmi le crossover des volumes où les couvertures étaient vraiment plus sympas qu'ici. Là, je les ai trouvées assez fades et j'avoue que j'ai même eu du mal. Enfin, j'ai eu du mal. C'est-à-dire que j'ai fait le tour des couvertures des numéros et il n'y a que celle qui est en miniature avec Leia, Kira, la Carbonite et Boba Fett qui m'a semblé la seule à même de représenter un peu l'histoire ou le thème du volume. Ouais. Et celle de la mini-série de War of the Bounty Hunter, là, avec Boba Fett, justement, souvent en couverture, c'était pas trop mal aussi. J'aimais bien celle-là. Moi, personnellement, j'étais pas fan. T'es pas fan? Okay. Ouais, c'est un style, hein, après. Ouais, c'est un style différent. Même un peu le trait un peu comment dire, un peu sale à la Frank Quitely, j'ai trouvé. Ah, et du coup, sur du Star Wars, j'adore Quitely, mais sur du Star Wars, ça me semblait moins bien adapté. Même si c'était pas lui qui dessinait, hein, c'est juste que ça me faisait penser à ça. Ça ressemblait à ça. Ouais. Je regrette énormément, par contre, moi, si les Afra, j'aime beaucoup les intérieurs, c'est les couvertures d'Afra, je suis vraiment dégoûté d'avoir perdu, je pense que Francis, s'il écoute, il sera un peu d'accord, d'avoir perdu Ashley Witter, là, qui faisait les couvertures de la première série 2016, qui était magnifique, quoi. Ouais. C'est des œuvres d'art, les trucs, et depuis, là, c'est une catastrophe. Pas top, hein. Ah non, c'est pas ouf. Hein. Là, c'est celle avec Destic, là, qu'est-ce qu'elle est moche. Ouais. Mais bon.
Donc ouais, du chaud et du froid, quoi. Il y a tellement de couvertures, tellement de numéros que il y a un peu de tout, quoi. Ah, les one-shots aussi étaient pas mal. J'ai beaucoup aimé les one-shots, les couvertures des one-shots. Voilà. Eh ben vas-y, donne-nous ta note. Ok, alors en conclusion, moi j'ai fait 2 notes. J'ai fait une note du Vas-y. volume et une note du crossover en général parce que Très bonne idée. voilà, donc vous avez commencé à comprendre, mais moi j'ai passé un super moment malgré toutes les critiques qu'on a énumérées. Donc oui, il y a des numéros dans le tas qui vont plus emballer que d'autres, évidemment. Comme tout, quoi, ça va dépendre de notre affection aux personnages, au scénario, aux auteurs, au dessin, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé, donc de manière générale, moi j'ai trouvé les Afra toujours tip top, les Star Wars et les Bounty Hunters très agréablement surpris aussi, généralement, de manière générale. La mini-série principale aussi, niveau scénario. Après dessin, c'était autre chose, quoi, mais au niveau scénario, moi ça m'a conquis. Et il y a peut-être donc les Dark Vador qui m'ont un peu moins passionné. Que les autres. Niveau artiste, par contre, à part Ross, comme on le répète, moi, vraiment, j'ai pas eu de soucis majeurs sur les dessins. J'ai quasiment tout apprécié, donc ça va, quoi. Et c'est au niveau scénarique. Voilà, l'intrigue principale, j'ai trouvé quand même de qualité. Brodé sur l'intervalle entre les épisodes 5 et 6 et se focus sur la chasse de Solo, c'était plutôt une bonne idée que j'ai trouvé. Le retour de Kira aussi, c'était bienvenu. Donc ouais, non, le crossover en général, moi, je mets un bon 18, hein, j'ai passé un très bon moment. Et ce volume-là en particulier, un 17 sur 20, quoi. Donc très très bon. Voilà. Ok. Vas-y Thomas, à toi. Alors, tu peux mettre les 2 notes aussi. Hein, ouais, c'est ce que je pensais faire aussi. Je réfléchissais justement. Alors, sur ce tome-là, je mettrais un 13 sur 20 parce que je trouvais que le début est très bien, donc plutôt proche du 15, mais sur la fin plutôt 11, donc je fais une moyenne. Donc je dirais que le tome là est à 13 sur 20. On se rappelle que certains, j'ai pas mis la moyenne, mais globalement, sur l'ensemble du crossover, pas plus de 10 ou 11, parce que finalement, sa longueur et l'inutilité d'une majorité d'issues, en fait que, 10, quoi, pas plus. Eh ben, moi, pour ce volume, je vais partir sur un 15, parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Alors, je ne sais pas si je le note juste en tant que volume, ou si forcément le fait que j'ai été un peu déçu sur les volumes d'avant me fait réévaluer cette note, mais peu importe. Je lui mettrai donc un 15. Et sur l'ensemble du crossover, je serais parti comme toi, Thomas, sur un 10. Mais finalement, je vais le sanctionner un petit peu et je ne vais lui mettre qu'un 8. Justement pour les raisons que tu as données, Thomas, à savoir que je déconseillerais l'achat aussi de ce crossover. Alors, j'étais déjà très perplexe, on va dire, sur l'idée de base de partir sur l'interception de la carbonite par Han Solo et de voir tout le monde venir le chercher. Globalement, mon avis n'a pas évolué. Je pense que cette histoire ne sert à rien, si ce n'est ramener l'Aube écarlate. Et est-ce qu'on ne pouvait pas ramener l'Aube écarlate d'une autre façon? Alors, c'est vrai que Kira, Solo, l'Aube écarlate, c'est un développement logique, mais finalement, ça m'embête quand même un petit peu. Donc, je vais décider de le sanctionner alors que j'étais parti sur un 10. Je vais mettre quand même un 8, ce qui va vous dire si vous vous fiez à cette note. Non, je ne l'achèterai pas. Oui, je l'emprunterai peut-être à la bibliothèque pour savoir ce qu'il en est ou si un copain me le prête, mais pas plus, quoi. Donc voilà, sur ces notes, on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, venez nous donner vos commentaires, venez partager avec nous, venez nous dire sous quel format vous avez envie qu'on traite les prochains crossovers. Facebook, Twitter, Instagram, Discord, vous le savez forcément. On fait tellement de martelage sur Discord, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça nous fait vraiment plaisir et c'est très très agréable. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, laisser vos commentaires, mais aussi vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifications des émissions et surtout des lives. Vous êtes prévenus, voilà, quand il y a un live, qu'il soit prévu ou pas. Et voilà. Et n'hésitez pas à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux pour nous aider à ramener encore du monde sur notre serveur Discord, mais pas que. Voilà. Eh bien, de la part de toute l'équipe, de Jean et de Thomas, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Ciao. Bye bye.